En revanche, c'est un outil intéressant pour évaluer les performances des enfants, vous allez voir. C'est un outil intéressant pour enseigner à la fois le cardinal, l'itération de l'unité, la position des nombres, et c'est un outil d'autant plus intéressant qu'il peut assurer la continuité entre les entiers naturels et les rationnels. Voilà. Et c'est sans doute un des points cruciaux parce qu'il est susceptible d'assurer la continuité entre CE2, CM1, CM2, voire au-delà. Donc je commence. Chose très simple, vous prenez un segment de droite avec deux bornes qui peuvent être 0 et 100, mais qui peuvent être 0 et 10. Par exemple, en grande section maternelle, le bornage, c'est 0 et 10. En CP, CE1, c'est 0 et 100. Au-delà, ça peut être 0 et 1000, et pour des gens comme nous, ça pourrait être 0 et 10 000 ou 100 000. Et on demande à des... Ça, c'est l'aspect évaluation. On peut s'en servir pour évaluer si un individu donné est capable de placer 28 sur cette droite, sur ce segment de droite, pardon. D'accord ? Rien de très compliqué. Alors, que font des gens comme nous ? Si on vous demande de placer, par exemple, 4, vous allez le placer à peu près sur cette droite. Si on vous demande, sur ce segment de droite, décidément. Si on vous demande 4, vous allez placer au niveau de 4. Si on vous demande 6, vous allez placer au niveau de 6. On ne va pas vous laisser beaucoup de temps. C'est-à-dire, on va éviter que vous soyez stratégique. C'est-à-dire que vous preniez le temps de calculer la moitié, puis le quart, puis etc. Donc ceci, c'est ce que fait un adulte. Et simplement, quand on regarde ce que font les enfants de grande section maternelle, on a une toute autre allure des résultats. Pour aller vite, les enfants les plus petits surestiment les petites quantités, autrement dit, ils leur accordent beaucoup d'espace, et sous-estiment les grandes quantités. Autrement dit, ils les rapprochent les unes des autres. Et ça donne aux courbes des allures comme celle-là, voilà, beaucoup d'espace. Ici, c'est sur une échelle de 0 à 100. Voilà l'allure de ce que produisent les enfants de grande section. Vous voyez que ça se redresse en première primaire et c'est en deuxième primaire qu'on a les meilleures performances, c'est-à-dire si on fait une approximation linéaire, comme on dit, on obtient un très bon rapprochement par rapport à la droite. Alors, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt si on n'avait pas observé deux choses. D'abord, c'est un excellent indicateur du niveau de conceptualisation des nombres. Ensuite, c'est un bon prédicteur des performances arithmétiques aux opérations, en résolution de problèmes, en calcul mental. C'est-à-dire c'est autre chose qu'un outil avec lequel on pourrait s'amuser. Et notamment, c'est un bon indicateur, vous voyez, du niveau de performance. Vous avez ici l'évolution selon que vous preniez des segments qui vont de 0 à 10. Le pourcentage d'erreur, c'est la distance moyenne pour un individu entre l'endroit où il faudrait avoir tracé le trait et l'endroit où il le trace. Donc on peut calculer ça. Si vous mettez ça sur ordinateur, la machine fait ça toute seule. À la main, c'est un peu plus compliqué. Vous avez les taux d'erreur ici. Vous avez la même chose pour 0 à 100 en CP, en CE2, pour 0 à 1000 en CE1, en CM1, en 6e, chez l'adulte. Voilà. Et le même travail a été fait avec les fractions. Voilà. Et donc, c'est un bon indicateur de la continuité dans la représentation des quantités. Alors, tout ça, c'est bien, mais après tout, ça pourrait être simplement un test. Où c'est beaucoup plus intéressant, c'est que cet indicateur a une très bonne relation aux performances arithmétiques. Et donc, l'intérêt, c'est de l'avoir comme outil d'évaluation, mais aussi comme outil de travail. Nos collègues ont notamment mis en place des entraînements, alors des activités qui peuvent se faire avec des jeux de plateau. Je parlais tout à l'heure des petits chevaux, des jeux de loi, et ils ont montré un point important,
c'est que l'utilisation de ces jeux n'est efficace pour améliorer les performances que si on redresse les jeux. Hein, vous voyez, les jeux de loi, les jeux de petits chevaux, c'est souvent enroulé en hélicoïde, et en fait, ça ne fonctionne bien que si on utilise des représentations qui sont elles-mêmes linéaires. Et ils ont obtenu une bonne efficacité de ce genre de jeu. On peut les adapter avec des nénuphars et des grenouilles, chez les grandes sections maternelles, avec l'atterrissage des fusées, si on peut s'intéresser à des enfants un peu plus âgés, et on obtient non seulement un progrès dans la ligne numérique, c'est-à-dire on améliore les performances à cette épreuve, mais on obtient aussi une amélioration des performances, par exemple en calcul mental ou en résolution de problèmes. Et voilà, par exemple, une exploitation, je pense que Jean-François poursuivra ce que je vous montre. Ici, c'est beaucoup plus tard. Hein. Ici, on est au cours élémentaire deuxième année. Hein, l'utilisation de la ligne numérique pour traiter 65-38 avec différentes possibilités selon les décompositions qu'on va faire. Par exemple, enlever 30 ou par enlever 5, etc. Toutes ces possibilités sont en cours d'étude actuellement. Je n'ai pas de résultats, je n'ai donc pas pu vous les présenter, mais ce serait probablement intéressant. Vous voyez, on a une sorte un outil qui est utilisable dès le cycle 1, qui est utilisable en cycle 2 à différents niveaux et auquel on peut faire jouer un rôle de support pour des activités arithmétiques de plus en plus complexes. Voilà, je vais terminer par les opérations. Vous n'êtes pas mort, c'est bien. Alors, les opérations, je vous demanderai, j'ai vu que certains d'entre vous photographiaient, je vous demanderai sur certaines diapositives de ne pas photographier parce qu'il y a des copyrights sur quelques-unes et j'aurai des soucis. Voilà, mais je vous dirai. Donc ici, l'important pour les enfants, c'est d'arriver à comprendre. Au début, vous allez voir, vous le savez d'ailleurs, ce n'est pas des opérations qui sont faites, ce sont des transformations. C'est-à-dire qu'ils prennent des objets, ils les manipulent, ils trouvent les résultats, après ils imaginent les objets. Et en fait, le problème essentiel, c'est d'arriver à les amener à passer de représentations qui sont quasi perceptives. Hein, vous manipulez dans votre tête, comme avec un boulier ou avec les doigts, à quelque chose qui devient un travail sur des symboles. Et il n'y a opération que quand on travaille sur les symboles. Et donc, ça va supposer qu'il fasse ce chemin, hein, apprendre que manipuler des symboles, ça aboutit au même résultat que l'application des transformations. Alors vous savez ça très bien, puisque il y a belle lurette que vous n'allez plus regarder si votre compte bancaire comporte exactement le même nombre de billets que celui qui correspond aux symboles qui sont sur vos relevés d'identité. D'accord ? Donc vous ne manipulez plus que des symboles. Les enfants doivent découvrir comment on passe de la manipulation, donc de ce qu'on appelle des transformations, jusqu'à des opérations avec leurs propriétés. Alors, il y a 4 problèmes avec les opérations. Il y a toutes les situations qui vont permettre de les conceptualiser, de les utiliser. C'est plutôt la relation avec les situations problèmes. Il y a les procédures, c'est-à-dire comment on traite les opérations. Il y a ce qu'on appelle les faits arithmétiques, c'est-à-dire le fait de savoir que 3 et 4, ça fait 7 sans avoir besoin de le calculer. J'attire tout de suite votre attention là-dessus. C'est une des sources majeures de difficultés stables en arithmétique. Alors quand une difficulté est stable, c'est un peu problématique. Et puis il y a des propriétés, comme la commutativité, l'inversion, etc., dont on va parler. Donc si je résume, voilà comment se présente la situation. Au début, comme je vais vous montrer tout à l'heure, les enfants savent représenter une quantité, plus ou moins précisément.
ils savent en représenter une autre, et dès la naissance, ils manifestent par leur comportement que si on met ça et ça, eh bien ça va faire quelque chose de plus. Ce sera plus gros, plus large, plus grand. Et réciproquement, ils perçoivent aussi, ou en tout cas, ils manifestent par leur comportement que si on a une quantité et qu'on retire une partie de cette quantité, alors ça fera forcément moins. En d'autres termes, les notions de plus, de moins, d'enlever, d'ajouter, elles semblent inscrites dans notre pool de capacité initiale. Donc le problème n'est pas là. Le problème, il va être de passer à la symbolisation. Donc ça, je dirais que jusqu'à 10, c'est le problème de la grande section maternelle, et au-delà, ça va être le problème du cours préparatoire, qui va devoir effectuer ces symbolisations, mais dans ces symbolisations, on a à la fois la possibilité de continuer à garder les transformations et en même temps de regarder ce que ça fait sur le plan symbolique. Et puis, peu à peu, les manipulations vont s'estomper. C'est pour ça que je me suis amusé à faire ça. Et à la fin, disons au cours élémentaire deuxième année, le travail sur les symboles devrait se suffire à lui-même. C'est-à-dire, les enfants ne devraient plus avoir besoin, au moins pour les quantités qu'ils ont pu manipuler, ils devraient être capables de traiter uniquement des symboles et donc ne plus avoir besoin d'imaginer les situations, d'avoir besoin de manipuler, sauf peut-être pour les grandes quantités. Voilà, ça c'est le chemin du cycle 1, du cycle 2. Alors, à partir de là, une des choses intéressantes pour vous montrer combien les enfants sont sensibles à des variations qui vous paraissent sans aucune importance, je vous présente la situation suivante. Elle est très facile. C'est un peu comme les requins tout à l'heure. On ne parle jamais de nombre. Simplement, on a une boîte qui est opaque. Dans cette boîte, on va mettre des jetons, 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et puis, on va, dans sa main, avoir d'autres jetons, 1, 2, 3 ou 4, peu importe. On va ajouter des jetons, mais l'enfant, lui, ne voit pas ce que ça fait. D'accord ? Autrement dit, il assiste à la transformation. Elle peut être aussi en retrait. Et lui, il a ses propres jetons et il doit faire qu'il y ait la même chose devant lui que ce qui est dans la boîte. Mais il ne voit pas ce qui est dans la boîte. Et donc, on peut avoir plusieurs situations. On peut avoir la boîte présente. Donc, l'enfant voit la boîte. On peut demander à l'enfant d'imaginer la boîte. On lui raconte comment ça se passe. Et on peut aussi simplement présenter les nombres abstraits, 3 et 2, 3, 5, et puis j'enlève 2. Autrement dit, on peut varier les présentations. Et alors, je vous présente les résultats parce qu'ils valent la peine. Donc, premier cas, la boîte est réelle et elle est fermée. Donc, c'est ce que je vous ai présenté là. C'est cette situation. Et on va avec des petits nombres ou avec des grands nombres, on est d'accord. Les grands nombres, c'est jusqu'à 5. Donc les grands nombres, c'est 4 et 5. La boîte peut être simplement évoquée. Ou bien la boîte, il n'y a pas de boîte, on fait une simple présentation formelle. Vous avez les performances. Ici, quand la boîte est fermée, le taux de réussite est très élevé. Ce qui veut dire que les enfants, avec la perception, sont capables d'opérer mentalement les transformations et ils les ont vues. Mais ils n'ont pas vu le résultat. Vous voyez que quand on va au-delà de 3, on chute. C'est exactement ce qui correspond à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Ça, ici, ce sont des enfants de 4-5 ans. Donc, à cette période, le travail sur les quantités 4 et 5 reste extrêmement important. Quand la boîte est évoquée, regardez la chute. C'est-à-dire le fait de devoir, dans sa mémoire, en l'occurrence visuospatiale, se représenter une situation, pose un énorme problème. Et ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à fabriquer la représentation.
Et alors évidemment, quand les nombres sont plus grands, c'est encore pire. Et là, quand on utilise une présentation formelle, alors c'est une catastrophe. Vous voyez, c'est comme une leçon quant à ce que doit être l'enseignement en cycle 1. En cycle 1, on est obligé d'utiliser le plus de situations possibles comme celle-là pour aller progressivement vers celle-là. Je dis bien pour aller. Je ne suis pas en train de vous raconter qu'il ne faut pas faire ça ou pas ça. Je vous dis simplement que, au fond, le cycle 1 va être une dynamique d'évolution de ces situations-là vers celles-là et des tout petits nombres vers des nombres allant jusqu'à 10, avec les compositions, décompositions. Ça, c'est les tout débuts. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire, à partir du cours préparatoire, qu'est-ce qui se passe quand on demande à des enfants de résoudre 5 et 3, 4 et 6, etc. Alors là, on a des centaines d'études qui sont toutes convergentes et qui montrent que quand ils sont très petits, ou même en début de CP, parfois ils ont besoin des objets eux-mêmes. Et par exemple, si vous leur demandez d'ajouter combien ça fait quand je mets ensemble 5 et 4, eh bien, il y en a qui, encore au tout début du cours préparatoire ou en grande section maternelle, vont compter 5, vont compter 4, vont réunir les deux et vont compter l'ensemble. Autrement dit, ils n'opèrent pas, ils effectuent des transformations et un dénombrement. Certains vont utiliser les objets, les doigts. En fait, on montre qu'il n'y a pas d'utilisation des doigts si l'environnement ne les utilise pas. Autrement dit, ça n'est pas inscrit dans notre système génétique. On n'utilise pas les doigts si l'environnement, la culture, ne les utilise pas. Autrement dit, si vous voulez que les élèves les utilisent, il va falloir les utiliser et faire une initiation. Ensuite, un peu plus tard, ils vont compter mentalement, dans leur tête, verbalement. Et chose très intéressante, ils vont commencer par compter en suivant l'ordre que vous leur avez donné. Par exemple, si vous leur avez donné 3 et 6, ils vont faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et évidemment, ils vont se tromper. Enfin, la probabilité est très forte. Et petit à petit, on va avoir vers 5-6 ans une bascule, c'est-à-dire ils vont optimiser leur dénombrement ou leur comptage en commençant par le plus grand. Mais ils ne vont pas le faire tout de suite. Ils vont mettre un certain temps et apparemment c'est dépendant aussi de la pratique. Et donc, nous on appelle ça la commutativité, mais c'est probablement pas tout à fait ça, tout au moins à cette période. Ensuite, s'ils font souvent des calculs, et seulement s'ils en font souvent, ils vont se mettre à retrouver directement dans leur mémoire que 3 et 3, ça fait 6, que 5 et 7, ça fait... Non, ça c'est difficile. Que 7 et 5, ça fait 12, etc. Et puis, certains vont décomposer les problèmes, mais là encore, ils ne le feront que s'il y a incitation à le faire. Alors, je voudrais vous montrer... Donc, le plus économique, le plus efficace, c'est évidemment de retrouver directement en mémoire les résultats. Mais ça suppose qu'on les ait mémorisés. Et là, je vous offre cette très belle comparaison. Voilà, ça c'est la Chine. Donc, combien d'enfants retrouvent en mémoire les additions? D'accord? Chine. Alors, pour ne pas vous faire de peine, j'ai pris les USA. Voilà. Donc, en gros, on peut dire qu'en fin de CP, tous les enfants, tous les petits Chinois, mais c'est vrai des petits Japonais, des petits Coréens, ont mémorisé la table d'addition. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter les résultats des cours moyens première année. Alors, pourquoi est-ce que les petits Américains, mais aussi les petits Français, les petits Allemands, les petits Italiens traînent derrière comme ça? Alors, en partie, pour une raison que je vous ai donnée tout à l'heure, nos noms de nombres sont compliqués et la mémoire à court terme est beaucoup plus importante pour les chiffres en chinois, en coréen, en japonais, que dans les langues occidentales. Et ça, les enfants n'y peuvent rien, c'est comme ça. Sauf que ça a une importance pour l'école maternelle et pour l'école élémentaire,
ça signifie qu'eux n'ont pas besoin d'enseignement et nous avons besoin d'un enseignement et d'un entraînement, tout simplement. Et cet entraînement, il va, c'est très schématique, hein, si vous voulez, une fois qu'on maîtrise les opérations et qu'on connaît les résultats, qu'on est capable de les retrouver, on est à peu près dans cette partie du cerveau, cortex pariétal. Le pariétal, c'est ce qui gère les mouvements oculaires, c'est ce qui gère les doigts, c'est ce qui gère le pointage, c'est ce qui gère les quantités non symboliques et symboliques. C'est-à-dire, je ne vous souhaite pas ça, mais si un jour vous aviez une atteinte du pariétal, vous auriez ce qu'on appelle un syndrome de Gerstmann et vous ne sauriez plus compter du tout. Voilà, c'est très désagréable. Voilà. Simplement, pour arriver là, il faut d'abord gérer les choses au niveau du lobe frontal, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la mémoire de travail. Il faut gérer, c'est-à-dire compter, dénombrer, assembler, avoir dans la même focalisation attentionnelle le 3 et le 7 pour repérer que ça va avec 10 et qu'on peut mémoriser 3, 7, 10. Voilà. Et comme vous allez voir, alors voilà les performances des enfants de cours moyen première année en Bourgogne, donc une région qui est tout sauf défavorisée. Hein. Voilà, enfants de 10 ans à qui on demande de donner les résultats des opérations. Vous avez le premier opérande, deuxième opérande. Voilà, vous avez ce qui est très bien maîtrisé qui est là, en noir, et puis ce qui ne l'est pas du tout. Et vous voyez que les tables au-delà de 5 plus 5 sont très mal connues. On est au CM1. Hein. Voilà. Alors, je ne voudrais pas vous démoraliser, mais on peut faire la même chose avec les soustractions. Et alors là, il n'y en a quasi pas. Bien. C'était juste pour vous dire qu'il restait un peu de travail à faire. Voilà. Alors après, comme vous le savez, on distingue très fortement le calcul mental du calcul posé. Et évidemment, ça veut dire qu'on s'est interrogé sur les techniques de calcul mental qu'il faudrait enseigner et qui permettraient aux enfants d'effectuer la résolution d'opérations. Non, on ne doit pas dire résolution. Hein. Enfin, le traitement des opérations avec différentes techniques. Donc ici, juste pour vous dire, nos collègues à nouveau néerlandais ont comparé différentes stratégies comme celle-là, vous voyez. Voilà, la décomposition en dizaines d'abord, puis en unités, et puis l'ajout avec, ça marche bien aussi avec retenue, et puis soustraction sans retenue, avec retenue, c'est un peu plus compliqué. Ils ont mis en correspondance avec ces dispositifs, donc vous voyez, une tentative pour avoir une continuité dans l'utilisation d'un matériel et puis une symbolisation. Ils ont étudié les types d'erreurs, ce qui est très intéressant, et vous voyez qu'il y a une des stratégies avec laquelle il y a beaucoup moins d'erreurs qu'avec l'autre. On ne va pas détailler ça, mais en fait, ce travail pourrait et devrait sans doute être fait. Vous voyez qu'il y a une stratégie qui est très coûteuse en termes d'erreurs, l'autre qui l'est moins. Et donc, si on choisit celle-ci, c'est parce qu'elle présente un intérêt pour la suite. C'est-à-dire, il se peut qu'on accepte à un certain moment de garder un matériel qui est plus coûteux, qui est plus difficile, mais dont le potentiel d'exploitation ultérieure serait important. Et ça, il n'y a qu'avec les curricula, avec le travail sur la continuité dans les établissements, qu'on pourra l'établir. Enfin, on peut s'interroger sur les opérations posées, et notamment, ici, j'ai retenu ce qu'on appelle des bugs, c'est-à-dire les erreurs systématiques que vous connaissez, qui sont faites sur les soustractions. On a également travaillé sur les multiplications, mais je n'aurai pas le temps de vous les présenter. Là, vous ne faites pas de photographie. Hein, donc, vous avez ici des résultats d'opérations. Vous voyez que sur des opérations comme 13 plus 19, 17 plus 25, on est encore à 10-11 ans avec des performances qui sont un petit peu discutables. Voilà. Et si vous mesurez les vitesses, pas de photo non plus,
les vitesses de résolution, vous voyez que tout ça est très lent au début, ça s'accélère, bien entendu, mais vous avez encore pour certaines opérations des durées très importantes. Ce qui veut dire qu'on a de la marge de manœuvre. On peut regarder la même chose avec les soustractions. Bon, je passe. Je voudrais vous dire un mot des multiplications avant qu'on se quitte. C'est très difficile, les multiplications, et pas pour des raisons mathématiques. Voilà. C'est difficile parce que dans les tables de multiplication, les résultats se ressemblent. Alors, je vous ai apporté ici, moi je ne peux pas lire, mais vous devez pouvoir, les tables de multiplication, d'accord, avec, d'habitude, on vous donne les résultats, mais on ne vous dit jamais combien d'enfants réussissent. Ici, vous avez les pourcentages de réussite chez les enfants tout venant, d'accord, voilà, cours moyen première année. Ça, vous pouvez photographier. Enfin, ça va être dur si vous voyez quelque chose. Et là, vous avez des enfants qui sont des enfants en difficulté en mathématiques. Voilà. Alors eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, ont des performances qui sont en fréquence plus faibles que celles des enfants tout venant. Mais quand on dresse le patron des erreurs, il est le même dans les deux populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les difficultés sont les mêmes, mais que les enfants qui présentent des difficultés, eux, ont une difficulté supplémentaire, et cette difficulté supplémentaire, elle peut tenir, j'essaie d'aller vite, elle peut tenir, il faut que je trouve mon... Voilà, elle peut tenir à 3 sources différentes de difficultés. D'une part, l'encodage, c'est la mise en mémoire. Soit il n'arrive pas à mettre en mémoire. Et dans ce cas-là, pour mettre mieux en mémoire, il y a des techniques qui existent, qu'on connaît depuis longtemps, et qui, en gros, pour résumer, consistent à en faire tous les jours, un petit peu, mais tous les jours. Voilà, 5 minutes, pas plus. Mais tous les jours. Et puis, bien sûr, en conservant, si possible, les plus difficiles. Je vous montrerai, si on a le temps, le résultat. La deuxième difficulté, qui est la difficulté majeure, c'est la remémoration. C'est-à-dire, c'est comme vous, quand vous n'arrivez pas à retrouver un nom, ça vous arrive, hein, les noms propres notamment. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez le plus souvent une interférence entre le nom que vous cherchez et un autre qui fait écran. Et figurez-vous que c'est exactement ce qui se passe avec les enfants ayant des difficultés. Je vous montre. En fait, pour ces enfants, par exemple, si vous leur demandez de retrouver 8 x 4, ils vont hésiter entre 36, 16, 24, et dans un nombre non négligeable de cas, ils vont vous répondre 24 au lieu de 32, un peu moins souvent 16, quelquefois 40. Et ça atteste 2 choses. Ça atteste qu'ils ont bien dans leur mémoire les associations. Autrement dit, le problème n'est pas la mémorisation, il est la remémoration. Et alors, il y a des variétés de difficultés. Pour certains, c'est des problèmes d'inhibition. Pour d'autres, ce sont des problèmes de représentation. Bref, ce que vous devez savoir, c'est que si un enfant présente de manière stable des difficultés de remémoration et de traitement des tables, il faut trouver autre chose, parce qu'il n'y arrivera vraisemblablement pas. La plupart des enfants y arrivent, mais il reste une minorité d'enfants qui a des difficultés, notamment quand ils ont des troubles du langage, hein, parce que c'est mémorisé par le langage. C'est lié à des difficultés de mémoire pour certains d'entre eux. On peut montrer qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à gérer les effets d'interférence. Et donc, pour eux, il faut continuer à compter. Ce qui veut dire que les décompositions, par exemple, pour les multiplications, 48, c'est 6 x 8, c'est 5 x 8, plus encore une fois 8. Vous voyez, ce genre d'activité présente un véritable intérêt, non pas pour les faire mémoriser, mais pour leur apprendre à les gérer. Et donc, on peut avoir des difficultés d'activation, d'inhibition. Ça nous emmènerait trop loin. Voilà. Et donc, ça fait partie des choses sur lesquelles les maîtres
devraient être informés. Je vous montre un résultat qui est une bonne illustration de ce que je vous disais. Voilà, par exemple, on fait le choix d'entraîner des enfants qui doivent être de cours moyen première année, je crois, à raison de 4 fois 1 minute, ou 1 fois 4 minutes, ou 2 fois 2 minutes. Alors, évidemment, c'est du laboratoire. Mais vous allez voir, donc, les effets sont très nets. Voilà, quand on fait 1 fois 4 minutes, on obtient ça. Quand on fait 2 fois 2 minutes, on obtient une amélioration. Quand on fait... voilà, si. Sauf que c'est 4 fois 1 minute. Et vous obtenez une amélioration qui est supérieure à ce qu'elle était ici. Vous avez gagné 10%. Si vous le faites tous les jours pendant 1 an, vous obtiendrez une meilleure évolution de performance. Voilà, je termine. Je voulais vous montrer les bugs avec les multiplications, mais on n'a pas le temps. Je termine par ceci, qui est un point très important pour le collège. Donc, c'est un peu une anticipation. Je vous propose de réfléchir à ceci. Comment résolvez-vous la première de ces opérations, la deuxième et la troisième? Voilà, la deuxième, c'est une situation contrôle. Il n'y a pas d'autre moyen que de faire l'opération. Celle-ci, elle est très facile parce que vous avez tout de suite repéré que multiplier et diviser par le même, voilà. Celle-ci, c'est un peu plus compliqué. Et donc, une des questions très importantes, c'est est-ce que ceci est spontanément découvert, spontanément mis en œuvre par les enfants, ou est-ce qu'il faut consacrer du temps à le leur enseigner? C'est-à-dire enseigner la commutativité, 3 et 4 et 4 plus 3, 4 fois 5 et 5 fois 4, la relation inverse entre addition, soustraction et multiplication-division. Alors, je ne parle pas seulement de faire découvrir, je parle d'utiliser, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'associativité, etc. Alors, on a montré que chez les adultes, ça n'est pas généralisé. La commutativité, oui. La relation inverse, plutôt bien, sauf quand on arrive dans les grands nombres. Et l'associativité, presque pas. Voilà. Ensuite, on s'est intéressé, je vous donne un résultat qui porte sur un petit effectif, donc on ne peut pas être sûr, mais ce genre de travail a été fait en CE1 et en CM1, et la surprise du résultat, c'est qu'en CE1, on a des enfants qui utilisent la commutativité et la relation inverse, en CM1 aussi, mais il n'y a aucune différence, il n'y a aucune amélioration entre le CE1 et le CM1, comme si il n'y avait pas eu de progression dans l'apprentissage de ces propriétés, mais peut-être tout simplement parce qu'elles n'ont pas été travaillées ou utilisées. Voilà, je termine, et ce sera ma conclusion. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Ce sont des suggestions, je vous les avais déjà données au tout début. Il faudrait vraiment établir une progression des performances attendues et de manière assez précise pour pouvoir construire des outils, notamment des outils d'évaluation pour les enseignants et les élèves, pas pour le ministère. C'est pas l'objet ici. Il faudrait aussi assurer une formation des enseignants, bien sûr, en mathématiques. Et il y a quand même des choses à leur faire, les professeurs des écoles, un petit peu. Et puis aux apprentissages et à leurs difficultés. Par exemple, l'une des sources principales des échecs en 6e tient au fait que les enfants n'ont pas été repérés assez tôt comme présentant des difficultés. Et du coup, la prise en charge ne s'est pas faite. Et donc, à un certain moment, ça devient le cumul des difficultés leur fait d'abord détester l'école et d'autre part empêche qu'ils puissent progresser. Et puis, un travail qui est peu fait en France, parce que nous sommes toujours réticents avec l'empirisme, c'est qu'il faudrait concevoir des dispositifs et surtout faire l'effort d'en évaluer la pertinence par rapport aux objectifs poursuivis. Et ça s'appelle optimiser les apprentissages. Voilà, merci pour votre sagesse et votre attention.